Que se passe-t-il quand quelqu'un perd l'amour pour toi? Si tu t'es déjà senti abandonné, blessé ou submergé par une relation qui n'existe plus comme avant, cette question résonne dans les profondeurs de ton être. Le désamour n'est pas seulement un processus de distance émotionnelle, c'est un changement radical qui, avant de devenir évident, se présente de manière presque invisible. Mais comment savoir si réellement cette personne a cessé de t'aimer? Les signes ne sont pas toujours évidents. Mais si tu prends un moment pour observer attentivement, il y a toujours deux choses très spécifiques qui se produisent en premier et qui marquent le début de cette déconnexion. Aujourd'hui, nous allons explorer ces signes, car une fois que tu les comprends, tu peux commencer à guérir avant même que tout ne s'effondre complètement. Peut-être t'es-tu senti insignifiant ces derniers jours, ou as-tu commencé à remarquer un vide inexplicable dans la relation? T'es-tu demandé si cette personne ne te regardait plus comme avant? Si elle ne te cherche plus comme elle le faisait auparavant? Mais au lieu de rester piégé dans la tristesse ou la colère, pourquoi ne pas prendre un moment pour réfléchir? Si je te demandais quelle est la cause de ce changement, qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé pour que cette personne s'éloigne de toi sans dire un mot? Je t'invite à réfléchir à cela, à te poser des questions difficiles, mais nécessaires. Il est possible que l'amour se soit épuisé ou qu'il ait tout simplement perdu sa forme. Peut-être qu'aujourd'hui est un bon jour pour commencer un processus différent, un processus qui te permette de voir les signes avec clarté, pour ne pas souffrir d'une situation qui échappe à ton contrôle. La vérité, c'est que bien que nous ne puissions pas contrôler les sentiments des autres, nous pouvons gérer notre réponse à leurs actions. Et ce qui est encore plus important, c'est que nous pouvons apprendre à nous reconnecter à notre propre être, ce qui se traduit par un processus de guérison profond. Parce qu'au final, l'amour-propre n'est pas seulement un antidote contre le désamour, c'est la clé pour trouver un chemin vers une vie plus épanouie. Peu importe ce qui s'est passé. Le processus de guérison, après qu'une personne cesse de nous aimer, n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Souvent, nous nous retrouvons pris dans la tristesse, la frustration et surtout la confusion. Rolando nous invite à réfléchir sur l'importance de l'amour-propre, un concept qui a non seulement été défendu par lui, mais aussi un principe fondamental dans les enseignements de psychologues tels que Carl Jung et Sigmund Freud. Mais que se passe-t-il lorsque l'amour d'une autre personne s'éteint? Comment guérir et quelles leçons pouvons-nous tirer des psychologues les plus influents à ce sujet? Lorsque quelqu'un perd l'amour pour nous, la première chose qui se passe généralement est une déconnexion émotionnelle. Cette déconnexion est une réponse naturelle à l'indifférence, et bien qu'elle puisse sembler douloureuse, c'est le premier pas vers une séparation qui permet à la personne qui s'éloigne de trouver son propre chemin. Mais c'est ici que la question cruciale apparaît. Et nous, que faisons-nous? Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Carl Jung, l'un des psychologues les plus renommés du XXe siècle, nous propose la réponse à travers le concept d'individuation. L'individuation est le processus par lequel nous nous retrouvons nous-mêmes, séparés des attentes et des jugements des autres. Dans le contexte d'une rupture ou d'un désamour, Jung suggère que c'est le moment idéal pour approfondir notre être intérieur, combler nos besoins émotionnels les plus profonds et commencer à reconnaître notre propre valeur sans dépendre des autres. Suivant cette ligne de pensée, Freud nous offre aussi des perspectives précieuses sur l'amour et le désamour. Dans sa théorie psychanalytique, Freud parle de la transférence, un phénomène psychologique où nous projetons nos émotions et désirs sur une autre personne. Quand cet amour se dissipe, Freud nous invite à examiner comment nos projections sur l'autre personne ont pu obscurcir notre vision de nous-mêmes. C'est un appel à revenir à l'introspection pour découvrir ce que nous recherchons réellement dans une relation et, plus important encore, ce dont nous avons besoin de nous-mêmes pour guérir. Plus récemment, des psychologues comme Brené Brown et Esther Perel ont souligné que la vulnérabilité est l'une des clés pour surmonter le désamour. Brown parle de l'importance de permettre à nos émotions de s'exprimer, de voir la vulnérabilité non pas comme une faiblesse mais comme une force. Selon ses mots, la vulnérabilité n'est ni gagner ni perdre, c'est avoir le courage de se montrer et d'être vu lorsque nous ne pouvons pas contrôler le résultat. Cette citation
reflète ce que beaucoup ressentent après qu'une personne s'éloigne. La peur du rejet, l'insécurité, le doute. Brown nous invite à embrasser cette peur sans la laisser définir notre existence. De son côté, Esther Perel, une psychothérapeute spécialisée dans les relations, nous rappelle que le désamour est un processus qui implique à la fois le couple et l'identité personnelle de chacun. Dans son livre « L'état de l'amour », Perel décrit comment les relations peuvent entrer dans une phase de déconnexion. Mais cela ne signifie pas la fin. En fait, ce qu'elle suggère, c'est que lorsqu'une relation se termine, il y a une opportunité unique de se redécouvrir soi-même et, si nécessaire, de reconstruire la relation sur une base plus saine et authentique. Ainsi, quand quelqu'un perd l'amour pour nous, les premières choses qui se produisent sont généralement une déconnexion émotionnelle et une nécessité de redécouvrir notre propre identité. La clé réside dans notre réponse à cette déconnexion. Choisissons-nous de fermer notre cœur et de nous isoler des autres, ou choisissons-nous de nous ouvrir à la vulnérabilité, d'accepter ce que nous ressentons et d'utiliser cette douleur comme un moteur pour notre croissance personnelle? Si ce contenu te touche, je t'invite à laisser une phrase puissante dans les commentaires. Cela pourrait être quelque chose comme « Mon amour-propre n'est pas en vente », une affirmation qui te rappellera ta valeur et te poussera à avancer. Carla avait passé de nombreuses nuits sans pouvoir dormir, tournant et retournant dans son lit en pensant à Samuel. Accepter que son amour soit terminé avait été difficile, mais le plus douloureux était la sensation qu'elle n'avait rien fait pour l'éviter. Dans son esprit, les questions s'amoncelaient les unes après les autres. Où l'amour s'était-il perdu? Y avait-il quelque chose qu'elle aurait pu faire pour sauver ce qui avait été si beau au début? La réponse à ces questions ne vint pas dès les premiers jours, ni même dans les premières semaines. Ce n'est qu'avec le temps qu'elle comprit qu'il n'y a parfois pas de réponse facile, que l'amour se construit à deux, et quand l'une des parties s'en va, l'autre ne peut rien faire d'autre qu'accepter et avancer. Les jours passaient lentement, et le vide laissé par Samuel devenait de plus en plus palpable. Carla se sentait comme si une partie de son âme était restée avec lui, et parfois, en se regardant dans le miroir, elle ne se reconnaissait pas. Elle avait perdu l'éclat de ses yeux, l'enthousiasme qui la faisait se sentir invincible. Mais un matin, alors qu'elle se promenait au bord d'un lac proche, quelque chose en elle commença à changer. Elle ressentait le besoin de guérir, de se retrouver. L'eau du lac brillait sous la lumière du soleil, et pendant un instant, Carla eut l'impression qu'elle aussi pouvait briller, même différemment. Elle n'avait besoin de personne pour être heureuse. Le bonheur devait naître en elle. Cet après-midi-là, Carla s'inscrit à un atelier de photographie. Elle se souvenait que, dans sa jeunesse, elle aimait capturer des moments avec son appareil photo. Cette passion était tombée dans l'oubli avec le temps, mais quelque chose en elle lui disait que c'était le moment de la reprendre. Elle décida de recommencer par redécouvrir ce qu'elle aimait faire, sans pression, sans la nécessité de satisfaire qui que ce soit, juste elle et l'appareil photo. La photographie devient son nouveau refuge, sa façon d'exprimer ses émotions et ses pensées, de se connecter au monde sans avoir besoin de mots. À travers son objectif, Carla commença à voir le monde différemment, plus profondément, plus connectée à la nature et à sa propre essence. L'une des premières photos qu'elle prit fut celle d'un champ de fleurs sauvages en pleine floraison. Les fleurs, qui semblaient si fragiles, restaient fermes face au vent, chacune étant unique dans sa beauté. En regardant la photo qu'elle avait capturée, Carla sourit pour la première fois depuis des semaines. Elle se rendit compte que, bien que l'amour qu'elle avait donné à Samuel soit parti, elle était toujours capable de créer de la beauté dans le monde. Elle n'était pas brisée, elle n'était pas vide. Elle était simplement dans un processus de transformation, tout comme les fleurs qu'elle avait photographiées. Cette image lui rappela que, comme les fleurs, elle aussi pouvait fleurir avec le temps. Au fil du temps, Carla commença à ressentir la paix qu'elle avait tant recherchée. Elle accepta que l'amour qu'elle avait partagé avec Samuel avait été précieux, mais elle comprit aussi que sa vie ne dépendait pas de lui. Il y avait quelque chose de beaucoup plus profond en elle qu'il était nécessaire de cultiver, son amour-propre. Elle commença à pratiquer la méditation et l'écriture, deux outils qui l'aidèrent à en découvrir davantage sur elle-même. Chaque jour qui passait, Carla sentait qu'elle se rapprochait de plus en plus de sa véritable essence, sans les ombres du passé obscurcissant son chemin.
Un après-midi, alors qu'elle écrivait dans son journal, elle se souvenait de tous les moments heureux passés avec Samuel, mais commençait aussi à voir clairement les signes qu'elle avait ignorés. Elle avait été tellement absorbée par la relation qu'elle avait oublié de prendre soin d'elle-même, qu'elle avait laissé son identité se dissoudre dans les gestes d'affection qu'elle recevait. Cette prise de conscience fut douloureuse, mais libératrice. En fin de compte, ce n'était pas Samuel qui l'avait perdue, mais elle-même, en se perdant dans une relation sans avoir d'abord cultivé son propre amour. La libération vint lorsqu'elle accepta que sa valeur ne dépendait pas des autres, mais d'elle-même. Une nuit, Carla décida d'écrire une lettre, non pas à Samuel, mais à son « je » du passé. Dans cette lettre, elle se remerciait pour toutes les leçons apprises dans la relation, mais lui demandait aussi pardon de s'être oubliée. Elle lui promit qu'à partir de ce moment, elle ne se laisserait plus aller sur le chemin du sacrifice sans équilibre. Elle remercia les expériences vécues, mais reconnut qu'il était maintenant temps de grandir et de laisser derrière tout ce qui ne lui servait plus. Lorsqu'elle termina la lettre, elle la rangea dans une enveloppe et la mit dans son tiroir le plus intime. Bien qu'elle ne l'enverrait à personne, elle savait qu'elle avait accompli un acte symbolique de guérison. Carla décida qu'à partir de maintenant, elle prendrait sa vie en main. Elle ne s'accroche plus à ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle était prête à se réinventer, à devenir la meilleure version d'elle-même, à guérir complètement. Le processus d'amour-propre ne se limitait pas à retrouver sa paix intérieure, mais à affirmer son pouvoir. Elle avait compris que l'amour n'était pas quelque chose qu'elle devait chercher à l'extérieur, mais en elle-même. Elle était prête à donner le meilleur d'elle-même sans se soucier de ce que les autres pensaient. Chaque pas en avant était une petite victoire. Bien que les cicatrices du passé fussent encore présentes, Carla apprit à les voir non pas comme des marques de douleur, mais comme des symboles de force. Elle avait survécu à l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie et désormais, elle pouvait regarder l'avenir avec espoir. Le chemin vers la guérison n'était pas facile, mais elle était déterminée à l'emprunter. Elle savait que chaque jour apporterait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités de croissance. Un mois après avoir pris la décision de reconstruire sa vie, Carla se retrouva à une fête avec des amis de l'université. Elle avait beaucoup changé depuis ces jours où elle se sentait perdue, et cette fois, elle n'avait pas besoin de la validation des autres pour se sentir bien. Elle se sentit libre, et cette liberté la remplit d'une joie qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Alors qu'elle dansait au rythme de la musique, elle pensa que le bonheur ne dépendait pas d'être en couple, mais d'être en paix avec soi-même. Une partie de son voyage inclut aussi l'apprentissage de la mise en place de limites. Elle avait appris à dire non lorsque quelque chose ne résonnait pas avec son cœur, à défendre son espace émotionnel. Carla comprit que, pour s'aimer elle-même, elle devait respecter ses propres limites et prendre soin de son énergie. Cette leçon fut essentielle dans son processus de guérison et elle l'appliquait tous les jours, sans peur d'être rejetée ou incomprise. Une nuit, après avoir médité, Carla sortit se promener sous les étoiles. Elle observa le ciel, si vaste et si plein de mystères, et se rendit compte que sa vie était aussi un espace infini, rempli de possibilités. Elle n'avait besoin de personne pour se compléter. Elle était complète par elle-même. Elle se souvint de ce que sa mère lui avait dit lorsqu'elle était plus jeune. « Ne dépends jamais de personne pour être heureuse. Le bonheur est en toi. » Ces paroles résonnèrent avec force dans son cœur, et pour la première fois en beaucoup de temps, Carla se sentit vraiment libre. Comme partie de sa guérison, Carla décida de partir en voyage. Elle avait besoin d'un changement de décor, d'un nouveau départ. En arrivant sur la côte, elle se sentit petite face à l'immensité de l'océan. C'était un paysage inconnu, mais quelque chose en lui la faisait se sentir vivante. Le bruit des vagues frappant les rochers lui apportait une sensation de paix, comme si la mer nettoyait toutes les blessures qu'elle portait encore en elle. Le vent caressait son visage, et à ce moment-là, Carla sentit que tout ce qu'elle avait vécu n'avait été qu'une leçon, un enseignement qui l'avait rendue plus forte. Durant ces jours passés sur la côte, Carla passa de nombreuses heures à marcher le long du rivage, laissant la brise décoiffer ses cheveux. Dans ces moments de solitude, elle commença à méditer plus profondément. Elle se rend compte que, lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, la douleur du passé perd son pouvoir. Elle se souvient des mots d'un écrivain qu'elle avait lu dans sa jeunesse. « Le temps ne guérit pas toutes les blessures,
Il t'enseigne seulement à vivre avec. Carla comprit que le véritable processus de guérison ne consistait pas à effacer la douleur, mais à apprendre à vivre avec elle, à ne pas la laisser définir notre vie. Pendant son séjour sur la côte, Carla décida de prendre des cours de surf. Au début, l'idée lui sembla folle, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Mais à mesure qu'elle se mettait debout sur la planche et glissait sur les vagues, quelque chose se réveilla en elle. La sensation de liberté, d'être pleinement présente dans l'instant, la rendit puissante. Pendant ces brefs instants passés dans l'eau, elle oublia tout ce qu'elle avait laissé derrière et se sentit connectée à quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. L'océan, avec sa force imparable, lui enseigna que la vie continue, que notre capacité à nous adapter et à évoluer est ce qui importe vraiment. Carla se retrouva de nouveau dans sa ville après son retour du voyage à la mer, mais quelque chose avait changé en elle. Les jours passaient lentement, et bien que le ciel fût toujours le même, l'air semblait avoir une nouvelle fraîcheur. La liberté qu'elle avait ressentie sur la côte ne disparut pas avec son retour, bien au contraire. Elle se sentait plus forte que jamais. À chaque pas qu'elle faisait, elle sentait que la vie commençait à se réécrire pour elle. Les leçons qu'elle avait apprises, la valeur de la paix intérieure et de l'amour propre, n'étaient plus des concepts lointains ou abstraits, mais faisaient désormais partie de son quotidien, de sa nouvelle manière de voir les choses. Petit à petit, Carla commença à apporter des changements tangibles à sa routine. Elle avait laissé derrière elle les habitudes qui la maintenaient prisonnière de sa douleur. Elle ne se réveillait plus avec des pensées sur ce qui était perdu, ni avec la sensation qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Maintenant, elle se levait avec le but de profiter de chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau, pour continuer à grandir. Sa passion pour la photographie s'était encore renforcée, et elle commença à suivre des cours en ligne pour perfectionner sa technique. Chaque image qu'elle capturait la remplissait d'une satisfaction intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. C'était comme si, à travers l'objectif, elle pouvait voir le monde d'une manière nouvelle, mais aussi se voir elle-même. Un dimanche après-midi, elle décida d'organiser une exposition de ses photographies dans la petite galerie du centre. Au début, l'idée lui parut absurde, presque comme si c'était trop tôt pour montrer son travail au monde. Mais elle se souvint qu'elle avait appris à ne pas avoir peur de l'incertitude. Elle affronta sa peur d'être jugée et décida de prendre le risque. Le jour de l'exposition, la galerie était pleine d'amis et de personnes qu'elle avait rencontrées au cours des derniers mois. L'émotion qu'elle ressentait n'était pas seulement due à la validation extérieure, mais au fait qu'elle montrait au monde une partie d'elle-même, et surtout qu'elle le faisait pour elle-même, pas pour les autres. Parmi les invités, Carla aperçut Samuel, mais sa présence n'eut plus le même impact. Elle le regarda de loin et pendant un instant se sentit un peu étrange. Cependant, quelque chose en elle lui souffla qu'il n'y avait rien à craindre. Son cœur battait calmement, sans hâte, sans le poids du passé. Samuel la regarda de loin, et bien que leurs regards se croisèrent, Carla ne s'arrêta pas. Elle n'avait plus d'importance à ce qu'il pensait. Elle était là pour elle-même, pour son propre développement. Il n'y avait ni colère, ni tristesse, juste une acceptation tranquille de ce qui avait été. Après l'exposition, un vieil ami de Carla, nommé George, s'approcha d'elle. Il avait été l'un des rares à la soutenir durant les moments les plus difficiles de sa rupture avec Samuel. George était un homme sympathique, au sourire chaleureux et à l'attitude décontractée. Il avait remarqué les changements chez Carla, la façon dont elle ne semblait plus être piégée par le passé et avait poursuivi son chemin à distance. Ce jour-là, durant l'exposition, il s'approcha d'elle et lui dit avec un sourire sincère : « Tu es incroyable, Carla. Ça me fait tellement plaisir de te voir ici en train de faire ce qui te passionne vraiment. » Carla le remercia, et pendant quelques minutes, elle se sentit plus connectée à sa propre vie que jamais. Cependant, quelque chose de plus profond commença à émerger en elle. Bien qu'elle se soit guérie, bien que son amour-propre ne soit plus un concept distant, Carla sentait encore qu'il y avait une partie d'elle-même qu'elle n'avait pas totalement explorée. La possibilité d'aimer à nouveau. L'idée d'une nouvelle relation semblait effrayante, un défi pour lequel elle n'était pas certaine d'être prête, mais quelque chose dans son cœur lui disait qu'elle ne devait pas se fermer à cette possibilité. Au cours des mois suivants, Carla commença à rencontrer de nouvelles personnes,
à sortir davantage, à socialiser sans rien attendre. Elle apprenait à profiter de la compagnie des autres, sans la pression de rechercher une relation. Un jour, un homme nommé Andrés s'approcha d'elle dans une librairie locale. Il avait remarqué sa passion pour les livres et la photographie, et après quelques échanges informels, ils commencèrent à se parler plus souvent. Andrés était différent de toute autre personne que Carla avait rencontrée auparavant. Il était calme, observateur, et dans son regard, il y avait une sérénité qui la mettait à l'aise. Il n'y avait ni hâte, ni attente, seulement des conversations et des moments de complicité. À mesure que les jours passaient, Carla commença à voir en Andrés une amitié qui, sans qu'elle ne l'ait cherchée, se transforma en quelque chose de plus. C'était différent de ce qu'elle avait vécu avec Samuel. Il n'y avait pas besoin de se prouver quoi que ce soit l'un à l'autre. Ils étaient simplement là, profitant du présent sans se raccrocher aux promesses de l'avenir. Carla ne se précipitait pas. Elle ne ressentait pas la nécessité de précipiter les choses. Elle avait appris à apprécier les petites choses. La façon dont Andrés la faisait rire, comment ils partageaient des intérêts communs et surtout comment ils se respectaient mutuellement. Bien que la connexion entre eux fût forte, Carla ne laissa pas cette relation la submerger. Elle savait que la priorité était elle-même. Et si elle avait appris quelque chose, c'était que son bien-être émotionnel devait passer avant tout. Chaque fois qu'elle passait du temps avec Andrés, elle sentait son amour propre grandir encore. Elle n'avait pas besoin qu'il valide son existence, elle se sentait complète. Le simple fait d'être ouverte à une nouvelle amitié, à une possible relation, ne signifiait pas qu'elle cherchait à combler un vide, mais qu'elle agissait depuis un lieu d'abondance intérieure. Ce fut un après-midi pluvieux, alors qu'elle marchait avec Andrés sous un parapluie, et que le bruit de la pluie frappait doucement le sol, qu'elle eut une révélation. Elle réalisa qu'elle était arrivée à un point de sa vie où elle n'avait plus besoin de personne pour être heureuse. Bien sûr, profiter de la compagnie de quelqu'un était agréable, mais ce n'était pas une nécessité. Elle avait appris à être seule, et ce simple fait la fit se sentir puissante. Elle comprit que ce n'était pas sa relation avec Andrés qui la définissait, mais sa relation avec elle-même. Carla avait commencé à voir le monde d'un autre œil. Le temps qu'elle avait passé à guérir, à réfléchir, à se redécouvrir à travers la photographie, la méditation et ses nouvelles passions avaient transformé sa vie. Elle n'était plus la même personne qui avait connu Samuel, ni celle qui s'était sentie brisée après son départ. Chaque expérience avait été une occasion d'apprendre et de grandir. L'amour propre qu'elle avait tant cherché chez les autres, elle l'avait maintenant trouvé en elle-même. Le studio de photographie restait son refuge, et chaque fois qu'elle prenait sa caméra, elle ressentait une connexion profonde avec le monde. Elle a commencé à faire des portraits de personnes dans la ville, capturant des moments que beaucoup ne voyaient pas, mais qu'elle savait être précieux. La façon dont une mère embrassait son enfant, la lumière qui entrait par une fenêtre tandis qu'un couple riait dans la cuisine, les mains ridées d'une vieille dame qui tricotait avec dévouement, tout cela, et bien plus encore, elle le voyait à travers son objectif. Chaque photographie n'était pas seulement une image, mais une histoire, un fragment de la vie que Carla ne voyait plus seulement avec ses yeux, mais avec son âme. À mesure que sa vie fleurissait, son travail en faisait de même. Un jour, un connaissance de la galerie locale la contacta pour lui demander une collaboration dans une nouvelle exposition qui se concentrerait sur la connexion entre les gens et l'art de la photographie. Carla n'en croyait pas ses yeux. Pendant longtemps, elle avait rêvé d'être reconnue pour son travail, mais jamais elle n'avait imaginé que cette opportunité viendrait si tôt. La nouvelle la remplissait d'émotion, mais aussi d'humilité. Elle savait que c'était le résultat d'une dévotion constante, de ne pas avoir abandonné lorsque tout semblait perdu. La préparation pour l'exposition fut un processus excitant. Carla passa des semaines à sélectionner les photos qu'elle exposerait, choisissant celles qui représentaient le mieux sa vie personnelle. Elle ne se contentait pas de partager son art avec le monde, mais aussi un morceau de son âme, de ses émotions et de sa croissance. Elle savait qu'en montrant son travail, elle partageait aussi les leçons qu'elle avait apprises, que la douleur peut se transformer en beauté, que la guérison est un voyage, pas une destination, et que l'amour de soi est la base sur laquelle tout le reste se construit. Le jour de l'exposition, Carla était nerveuse, pas par le fait d'exposer son travail,
mais parce qu'elle se rendait compte que cette exposition représentait à la fois une fin et un début. Elle avait laissé derrière elle sa vie d'avant, la personne qu'elle avait été avant de se retrouver elle-même. Et maintenant, avec chaque image accrochée au mur, elle sentait qu'elle laissait derrière elle les peurs, les doutes et le besoin de validation. C'était son art, sa vérité, et elle n'avait plus besoin de l'approbation de personne. La galerie était pleine de gens qui apprécièrent son travail, et bien que les paroles d'encouragement la fassent sourire, Carla se rendit compte qu'elle ne dépendait pas de ces mots pour se sentir complète. À mesure que la soirée avançait, ses pensées s'envolaient vers ce qu'elle avait laissé derrière elle. Samuel, sa douleur, les nuits solitaires. Mais maintenant, ses souvenirs ne l'atteignaient plus. Au lieu de cela, elle se sentait fière de ce qu'elle avait accompli, de ce qu'elle avait appris. L'exposition n'était pas seulement une vitrine pour son art, mais un rappel de sa résilience, de sa capacité à transformer la douleur en quelque chose de beau. Au milieu de la foule, Andrés apparut. Carla le vit s'approcher avec un sourire amical. Il avait toujours été à ses côtés, mais jamais de manière intrusive. Ce qu'elle appréciait le plus chez lui, c'était sa capacité à écouter, à être présent sans avoir besoin de dire grand-chose. Bien que leur relation fût encore naissante, Carla sentait qu'Andrés représentait quelque chose de nouveau dans sa vie, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le passé ni avec les attentes des autres. Elle commençait à comprendre que lorsque l'amour de soi devient la base de notre vie, les relations deviennent plus saines, parce qu'elles ne sont plus fondées sur des besoins ou des carences, mais sur le respect et l'acceptation mutuelle. « Je suis tellement fier de toi », lui dit Andrés avec sincérité. Carla le regarda, et pendant un moment, elle ressentit un nœud dans sa gorge. C'était rare d'entendre ces mots sans ressentir le besoin de prouver quelque chose en retour. Mais ce qui l'impressionna le plus, c'était qu'elle ne sentait pas qu'il cherchait sa validation. Il le disait parce qu'il le pensait vraiment, et elle l'acceptait sans réserve. La soirée continua avec des conversations et des rires, et lorsque le moment de fermer la galerie arriva, Carla se sentit légère, comme si elle avait déposé un fardeau qu'elle traînait depuis longtemps. Les jours suivants, son exposition devint un sujet de conversation dans la ville, et de nombreuses personnes commencèrent à suivre son travail. Pas parce qu'elle le recherchait, mais parce qu'elle était authentique, et cela résonnait chez les autres. Cependant, malgré le succès qu'elle rencontrait, Carla ne se laissa pas emporter par l'euphorie. Elle se rappela ce qu'elle avait appris tout au long de son processus, que la vraie satisfaction venait de l'intérieur et non de l'approbation extérieure. Alors, après les jours de célébration, elle décida de prendre du temps pour elle. Elle se rendit dans le même parc où elle avait commencé à méditer, à réfléchir. Maintenant, lorsqu'elle regardait les arbres et les fleurs, elle ne voyait pas seulement la beauté du paysage, elle voyait le reflet de son propre voyage, de la manière dont elle-même avait fleuri. La nature lui rappelait qu'à l'instar des saisons, la vie connaît des cycles, et bien que l'hiver puisse être rude, le printemps finit toujours par arriver. Lors d'une de ses promenades, elle rencontra sa mère, qui avait été l'une des premières à la soutenir lorsque tout semblait en ruine. « Je te vois différente, ma fille », lui dit sa mère avec un sourire. « Il y a quelque chose en toi qui brille, et ce n'est pas seulement à cause des expositions ou des succès, c'est quelque chose d'intérieur, c'est ta paix. » Carla la regarda avec gratitude. « C'est mon amour-propre, maman. J'ai appris à prendre soin de moi, à ne pas dépendre des autres pour être heureuse. Merci de m'avoir appris cela. » Cette conversation avec sa mère fut un rappel de tout le chemin parcouru. Sa mère, qui avait toujours été un modèle de force et de sagesse, avait semé en elle les graines de l'amour-propre depuis son enfance. Parfois, les personnes les plus proches de nous ont une vision plus claire de ce dont nous sommes capables, même quand nous-mêmes doutons. Avec le temps, Carla poursuivit son voyage de guérison et de croissance personnelle. Bien que sa relation avec Andrés fût généralement calme et respectueuse, Carla savait que la véritable relation qu'elle avait renforcée pendant cette période était celle qu'elle entretenait avec elle-même. Et bien que la vie continue de lui réserver des surprises, elle réalisa qu'elle ne les affrontait plus depuis un lieu de désespoir. Désormais, chaque défi était une opportunité de croissance, une occasion de renforcer son amour-propre. Chaque fois qu'elle prenait son appareil photo et capturait un nouveau moment, elle sentait que l'art n'était pas seulement un moyen d'expression,
mais une manière de guérir. Les photos n'étaient plus de simples images, mais des pièces d'un puzzle d'autodécouverte. À chaque prise de vue, Carla se rapprochait de la personne qu'elle avait toujours été, mais qu'elle attendait de découvrir. Le voyage n'était pas terminé, mais elle n'avait plus peur de ce qui viendrait. Elle savait maintenant que sa force intérieure suffisait. L'histoire de Carla est un récit profond de découverte de soi, de guérison et de transformation. Tout au long de son voyage, la protagoniste traverse un processus évolutif qui ne l'amène pas seulement à reconnaître sa propre valeur, mais aussi à reconstruire sa vie sur les bases solides de l'amour-propre. Ce récit nous invite à explorer les points clés qui définissent son parcours et comment chaque décision, ainsi que les défis qu'elle rencontre, contribuent à sa croissance personnelle. Premier, la douleur comme moteur de transformation. L'un des aspects les plus puissants de l'histoire de Carla est la manière dont la douleur devient le moteur de sa transformation. Au début, la rupture avec Samuel la laisse dévastée, mais au fil du temps, et à travers un processus conscient de guérison, cette même douleur se transforme en une leçon précieuse. La tristesse et l'angoisse, loin d'être de simples obstacles, deviennent des catalyseurs qui la poussent vers une meilleure connaissance d'elle-même. Quand l'amour de Samuel disparaît, Carla fait face à un vide profond, un espace qui, bien que douloureux, est nécessaire pour donner place à une renaissance émotionnelle. Ici, la douleur n'est pas l'ennemi, mais le moyen par lequel Carla comprend qu'elle n'a pas besoin des autres pour valider son existence. C'est cette douleur qui la pousse à interroger son identité, à redécouvrir qui elle est en dehors d'une relation et à reconstruire sa propre vie. Deuxième, l'apprentissage de l'amour-propre. Dès les premières étapes de l'histoire, Carla commence à intégrer la leçon selon laquelle l'amour-propre est fondamental pour la guérison. Cet apprentissage ne vient pas immédiatement. Carla traverse des moments d'incertitude, d'insécurité et même de méfiance envers elle-même. Cependant, l'idée que l'amour-propre n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité vitale, devient le principe directeur de son parcours. L'amour-propre de Carla se construit progressivement, passant de moments de désespoir à des moments de lucidité, où elle réalise que sa valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent, ni de ce que les circonstances lui ont donné ou pris. Cette prise de conscience qu'elle est suffisante telle qu'elle est, constitue l'un des éléments les plus puissants de son évolution. 3. L'importance de reconnaître la douleur et de ne pas l'éviter. Tout au long de son histoire, Carla montre une tendance à ne pas fuir sa douleur, mais à l'affronter directement. Cela se voit lorsqu'au lieu de se distraire avec des occupations superficielles, elle prend le temps de réfléchir sur ce qu'elle ressent et ce qu'elle a vécu. La clé pour surmonter la souffrance est précisément d'affronter la tristesse, la peur et la vulnérabilité. Dans cette partie de son voyage, Carla commence à incorporer des pratiques comme la méditation, qui lui permettent d'observer ses pensées sans s'y identifier, et l'écriture, qui l'aide à libérer les émotions qu'elle a gardées à l'intérieur. Cette disposition à affronter et traiter la douleur est essentielle pour qu'elle puisse éventuellement s'en libérer et commencer à guérir. 4. La conscience de soi comme outil de croissance. Un thème récurrent dans l'histoire de Carla est sa conscience de soi croissante. À mesure qu'elle avance dans son processus, elle devient plus consciente de ses pensées, émotions et actions. Cette capacité à s'observer sans jugement lui permet d'apprendre de ses expériences et de prendre des décisions plus alignées avec son bien-être. Cette conscience de soi l'aide aussi à comprendre que la guérison n'est pas un processus linéaire. Il y a des hauts et des bas, des moments de progrès et de recul. Cependant, la différence est que Carla a désormais les outils émotionnels nécessaires pour naviguer ces vagues émotionnelles avec plus de résilience. 5. Le pardon comme processus de libération. Un moment crucial dans le processus de guérison de Carla est lorsqu'elle se pardonne à elle-même. La lettre qu'elle écrit à son moi du passé n'est pas seulement une catharsis émotionnelle, mais un acte de libération. Carla se rend compte que la culpabilité ne la mènera nulle part, mais qu'elle la maintiendra seulement attachée à la souffrance. Le pardon, dans ce contexte, ne signifie pas justifier ce qui s'est passé dans le passé, mais se libérer du fardeau émotionnel qu'il entraîne. En se pardonnant à elle-même, Carla se permet d'avancer sans les chaînes du regret,
acceptant que chaque expérience, même les plus douloureuses, ait fait partie de son processus de croissance personnelle. 6. La connexion avec les autres comme reflet de l'amour propre. Bien que l'histoire de Carla soit centrée sur son processus de découverte de soi, elle met aussi en lumière l'importance des relations humaines dans la guérison. Carla ne s'isole pas, mais commence à se connecter avec des personnes qui enrichissent sa vie. Tout au long de l'histoire, sa relation avec Andrés est présentée comme un exemple de la manière dont, en s'aimant soi-même, on peut être ouvert à une relation saine, basée sur le respect et la réciprocité, sans dépendre de l'autre pour se sentir complet. La clé dans cet aspect est que Carla ne cherche pas en Andrés la validation qu'elle recherchait auparavant en Samuel, ni ne s'attend à ce qu'il comble les vides qu'elle a elle-même appris à remplir. Sa relation avec Andrés est le reflet d'un amour mature qui naît lorsque deux personnes sont complètes par elles-mêmes et se rencontrent depuis un lieu de respect égal et d'appréciation mutuelle. 7. La solidité de l'amour-propre dans les décisions qu'elle prend. L'une des premières décisions de Carla qui démontre l'étendue de son amour-propre est lorsqu'elle décide de participer à l'exposition internationale. Malgré ses craintes initiales, elle accepte l'opportunité, car elle croit en son talent et en sa capacité à représenter son art, non parce qu'elle recherche la validation des autres. Cet acte symbolise le moment où Carla se donne la permission de briller sans dépendre de l'opinion externe. De même, la façon dont Carla gère son succès montre que l'amour-propre ne se résume pas aux accomplissements extérieurs, mais à se sentir véritablement satisfait de ce que l'on fait indépendamment de l'approbation des autres. Carla reste consciente que ce qui importe le plus, c'est ce qu'elle ressent à propos d'elle-même. 8. L'influence des leçons de sa mère. La mère de Carla joue un rôle fondamental dans l'histoire, car c'est grâce à elle que Carla apprend l'une des leçons les plus importantes de sa vie, l'importance de ne pas dépendre des autres pour se sentir complète. La phrase que sa mère lui dit « ne dépend de personne pour être heureuse » est une vérité que Carla intériorise tout au long de son processus. Cette leçon est un rappel que l'amour-propre est le fondement de toute relation saine et significative. Bien que Carla ait expérimenté la douleur et la perte, l'influence de sa mère l'a aidée à comprendre que ce qui lui appartient réellement, c'est son amour-propre, et que sans lui, les relations avec les autres seraient toujours déséquilibrées. 9. L'acceptation du cycle de la vie. Dans l'un des moments les plus réfléchis de son voyage, Carla se rend compte que la vie est un cycle de croissance constante. Les changements sont inévitables, et bien que la douleur fasse partie de l'expérience humaine, ce qui est important, c'est comment nous choisissons de réagir face à elle. Carla apprend que la souffrance n'est pas la fin, mais une étape qui, si elle est affrontée avec conscience et amour-propre, peut se transformer en quelque chose de positif. Cette acceptation du cycle de la vie donne à Carla la paix intérieure nécessaire pour avancer sans crainte, sachant que, bien que l'avenir soit incertain, elle aura toujours en elle la capacité de s'adapter et de continuer à grandir. 10. La transformation personnelle comme processus continu. Enfin, l'analyse de l'histoire de Carla démontre que la transformation personnelle est un processus continu, et non un événement unique. Bien que Carla ait réalisé des progrès significatifs dans sa vie, son chemin vers l'amour-propre n'a pas de fin fixe. Chaque expérience, chaque défi et chaque interaction devient une occasion de continuer à apprendre et à grandir. Tout au long de son histoire, Carla ne se contente pas de retrouver son équilibre émotionnel, mais devient aussi une personne plus forte, plus consciente et capable de gérer les complexités de la vie avec sérénité. En fin de compte, Carla a trouvé en elle une source inépuisable de force et de sagesse, ce qui lui permet d'affronter chaque défi avec confiance et détermination. Dans ce processus, Carla nous enseigne que l'amour-propre est la clé pour vivre une vie authentique, pleine et libre. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.